Jacques Josse, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète, écrivain, éditeur. Vous avez été fondateur des éditions Wigwam. Vous avez écrit de nombreux ouvrages durant vos 25 ans de carrière, 30 ans, 30 ans de- d'écriture. d'écriture, notamment Fissure, Le Veilleur de Brume, Un habitué des courants d'air, Talc, Couleur océan, Les lisières, Vision claire d'une absence au monde, Les buveurs de bière, Terminus Rennes, Sur les quais, Cloué au port, ou encore Liscorno, qui est votre dernier ouvrage paru en 2013, me semble-t-il, En 2014. 2014. 2014, autant pour moi. Alors, Jacques Josse, pourquoi l'écriture, ce choix de consacrer votre vie à la littérature et à l'écriture poétique et aussi de différentes formes de littérature? C'est quelque chose qui ne se fait pas de but en blanc, hein. C'est venu progressivement. Il y a d'abord eu un besoin pour moi de m'exprimer. Je viens d'une famille où on ne parlait pas beaucoup. Mhm. Et on était vraiment des taciturnes, on gardait un peu pour nous tout ce qu'on avait sur le cœur. Et à un moment donné, moi j'ai éprouvé le besoin de parler. Mhm. Et la meilleure façon de le faire, c'était de parler en ma feuille blanche d'abord. Et surtout pour expulser des choses qui m'empêchaient de respirer correctement. Et l'écriture est venue comme ça. Donc c'est vraiment, mais j'étais loin évidemment de me douter que ça allait prendre pratiquement toute ma vie. Et c'est l'élément déclencheur, c'est ça. C'est le besoin de dire qui on est, ce qu'on ressent, quelles sont nos émotions, et parce qu'on ne peut pas le dire à quelqu'un physiquement, donc on le dit par entremise d'une feuille. Alors, quel est le souvenir, vous évoquez notamment dans Liscorno, ce dernier ouvrage, mais quel est ce premier choc avec la littérature, ou du moins un des moments fondateurs comme ça de votre rencontre avec la poésie, entre autres? Le moment fondateur, c'est... Enfin, il y a des moments fondateurs, mais il y a d'abord la lecture. Mhm. Et il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre un poète et le lecteur que j'étais, et que je suis toujours. Et ce poète, c'est Tristan Corbière, poète de Morlaix, Roscoff, qui a vécu entre 1845 et 1875, qui a écrit un seul livre, Les Amours jaunes. Et quand j'ai découvert ce livre, je devais avoir 16-17 ans, ça a été vraiment un choc. Et il parlait de choses qui m'intéressaient beaucoup, c'est-à-dire la mer, la mort, la mémoire, la Bretagne. Je me retrouvais un peu dans ce décor et puis dans ces sentiments qu'il exprimait. Ça a été vraiment le premier choc. Après, il y en a eu plein d'autres, tous liés d'ailleurs à la poésie du fin du 19e siècle. Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Nerval, c'était vraiment le terreau, il est là. Des plaques de goudron fondu brillaient sur la chaussée. Les graviers crissaient sous les pneus. Faut faire gaffe, disait Polo, qui conduisait clope au bec. On est chargé comme des mules. On peut chavirer dans n'importe quel tournant. Il hurlait pour couvrir le bruit du moteur. Coincé entre deux piles de couverture à l'arrière, j'entendais résonner sa voix dès qu'il ouvrait la portière en sortant la tête hors de l'habitacle. Il faisait cela après chaque virage, pour vérifier la bonne tenue du chargement. Il gueulait, se raclait la gorge, crachait, et s'en prenait à la chaleur, à la poussière, au manque de flotte. On va tous crever si ça continue, disait-il. Son camion peinait dans les côtes. Le soleil étincelait sur la tôle des hangars. Les faneuses s'activaient dans les champs. Les ronces et les herbes folles pendaient du haut des talus jusqu'au bord des routes. J'avais à peine 5 ans. Il m'en reste quelques souvenirs. Des silhouettes, des scènes mal cadrées, un type avec une fourche à l'épaule, un autre nu-pied dans des sabots emplis de paille, marchant en tenant un cheval par la bride. Je me souviens surtout des cahots et des embardés du véhicule, des jurons du conducteur, du camion bleu, avec tables et chaises empilées au-dessus des matelas et des 2 buffets démontés, terminant son périple en se garant, en marche arrière dans la cour. De mon père, tendant les bras pour m'aider à descendre,
de mes jambes flageolantes et de mes premiers pas hésitants sur le sol sec. Il devait être 6 heures du soir. C'était la fin du voyage de déménagement et le début d'une nouvelle aventure, avec comme point de départ Liscorno, village bâti en terrasse, à flanc de coteaux, comptant 3 à 4 dizaines de maisons et plusieurs bâtiments de ferme. L'endroit, tel que je l'ai mémorisé ce jour-là, dans la moiteur de l'été 1958, semblait presque silencieux. On percevait le long bourdonnement des mouches et des abeilles, au loin une scie électrique, et de ci de là, le chant d'un coq à l'horloge déréglée, un aboiement rauque, quelques beuglements de vaches. Assis sur le muret près d'un petit parterre, les hommes buvaient de la Valstar, la bière des stars, avant de décharger le bahut. Ma mère cherchait et appelait mon frère Hugues, qui, parti en reconnaissance dans le jardin envahi d'herbes et de fougères, n'était plus visible, du haut de ses 2 ans, au milieu de cette jungle soumise aux guêpes, aux sauterelles et aux vipères. Mon père se roulait une cigarette, tandis que Polo s'essuyait le front, en rappelant que l'ancienne locataire était morte, victime d'une insolation, en juin 1949, à l'endroit même où ils étaient en train de boire. Son mari, un ancien Terre-Neuve, ce qui expliquait les poutres auréolées de sel au-dessus de la cheminée, là où les morues étaient mises à sécher, avait quant à lui rendu l'âme dans la chambre du bas. Construite sur une butte, la maison était exposée plein sud. À côté, il y avait le cellier et l'écurie. Et en face de celle-ci, un puits ouvert, avec treuil et chêne, près duquel se tenait le voisin unijambiste qui fut le premier à venir nous saluer. Il sautillait en s'appuyant sur une béquille. Quand Polo lui demanda où il avait laissé sa jambe de bois, il répondit qu'elle le faisait salement souffrir depuis l'avant-veille et qu'il avait préféré ne pas l'emboîter. À son avis, c'était signe d'orage. Il s'exclipsa en scrutant le ciel bleu. Mon père et Polo crachèrent dans leurs mains et se dirigèrent vers le cul du camion. Debout à l'entrée de la cour, j'aspirais des bouffées d'air chaud. Je regardais vaguement le paysage. Un lézard glissait sur le mur. Le lieu commençait à entrer dans ma tête. J'habitais maintenant à Liscorno, et l'inverse attendrait quelques années avant de devenir réalité. Pour l'heure, je fixais le clocher de la chapelle au-dessus du toit de la maison des grands-parents paternels, où vivait encore la grand-mère, tout en devinant au bout de la route le chemin de terre qui courait en pente raide vers la rivière et les moulins. Alors, dans Liscorno, vous parlez beaucoup de ce lieu breton, et dans vos livres, on retrouve régulièrement le port, la mer, les bistrots, qui sont des lieux de discussion. Des lieux de rencontre. Alors, justement, tout cet imaginaire-là, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ces lieux-là? C'est récurrent, ça revient systématiquement, je tombe toujours là-dedans, c'est inévitable. Et ça doit être ancré en moi, hein. Le bistrot en particulier, ça vient de très loin. Mon autre grand-père, il tenait un bistrot d'ailleurs, et on allait à la sortie de l'école, on était gamins, avec mes frères et sœurs, on allait tout de suite au bistrot. À 4h30, sitôt le cartable sur le dos, on allait au bistrot. Donc je commençais à aller très tôt au bistrot, et je n'ai jamais cessé, je continue à y aller. C'est un lieu extraordinaire, et donc dans ce bistrot, c'était toujours les mêmes histoires, hein. C'était les histoires de marins. Presque tous, c'était des marins, des histoires d'aventure. Vraies ou pas vraies, parce qu'il y avait quand même de grands menteurs. Il y a quand même de grands menteurs, hein, sur Terre. Hein. L'homme est un grand menteur. Et moi aussi, je suis un menteur quelquefois. Et puis, la mort. La mort était toujours là aussi, parce que c'était un événement assez... à la fois naturel et puis quand même étonnant pour les gamins. Et souvent tragique aussi. Et souvent tragique parce que il y avait quand même beaucoup de gens mettaient quand même ils mettaient un point d'honneur à partir en marquant vraiment leur départ. Bon, souvent quand même le suicide, des choses ou de l'alcool qui était là et donc qui rendait un peu fou quoi,
beaucoup d'hommes et de femmes. Donc j'ai vécu là-dedans. Mon enfance ou mon adolescence au hameau était une adolescence dans un milieu où il y avait de la folie dans les têtes, beaucoup d'alcool. Du fait aussi de ne pas s'exprimer, du silence. Oui, du silence et puis d'un peu quand même de choses bizarres quand on est gamin. Et donc l'adulte est normalement celui qui est un peu celui qui nous montre comment faire, quoi, hein. Et puis on le regarde, on le vénère, voilà. Puis là, il y avait quand même dans le hameau beaucoup d'adultes qui ne jouaient pas du tout ce rôle-là et qui au contraire vacillaient, tombaient, gueulaient, se battaient. Et donc quand peu à peu on prend ça en nous, hein, dans les premières années, ce sont des choses qui nous façonnent, hein, et qui nous aident aussi à nous poser des questions. Et après les réponses, évidemment, quelques années plus tard, elles arrivent toutes seules, quoi, hein. Mais pas quand on a 9, 10, 11 ans et puis qu'on voit ça autour de nous. Donc il y a tous ces moments perturbants. La nuit sème du grésil et des éclisses de lune ou de ciel sous la nuque du promeneur endormi sur un banc. Puis, du noir dans les yeux, ne tenant plus son cœur en place, elle lui plante le couteau rouge et or du soleil dans le ventre. Rêve à la maison qui virevolte, si peu, d'un revers de manche. Accueillir des ardoises sous la peau des nuages. Rêve à la mansarde, un lit, une chaise. Rêve au lit qui grince et au corbeau qui pousse, d'un simple coup de bec, une hostie dans la bouche, du malade en sursis. Roule du Bergerac, comme d'autres des pelles au milieu de livres jamais lus. Depuis la douceur d'Argol, Sainte Marie du Ménésome. C'est lui, couleur, solitude, image, désuète. C'est lui, poudré nu, sous l'usure du linge. Il n'ose plus déclarer son amour à personne. Dolente, passeuse des hontes, à la frontière entre le mirage et le doute. On ne pleure surtout pas quand le cercueil se ferme. Elle consulte l'ange de service sur sa ligne directe. Le dos tourné à la Manche et les talons rivés sur le bord d'une falaise de granit rose, notre frère, l'écorché tiède, se prépare à son tour. Victime de l'épidémie qui ravage le village, c'est ce soir qu'il s'invente un destin à la vanne de long rifle. Venu confesser les terres des arches ou le psaume du large, il trouva les solennes fades et le sol sale d'une mansarde, à l'œil usé par le tablier des dunes, en vrac sous les oyas vers 20 heures, un feu d'absinthe, au corps suffit pour tituber jusqu'au matin, entre l'ardoise et la pluie, que l'on récupère dans un seau de fer blanc. Égaré dans un champ de pommes de terre, on donne, on rature un poème, un panier d'ombre à la page, un poème idiot à l'idiote, qui boit et qui boit. Dans Fissure, vision claire d'une absence au monde, qu'explorez-vous à travers l'écriture ? Vous parliez au début de l'entretien de Tristan Corbière et aussi de la Bretagne, de la mort qui est aussi régulièrement présente, des fêlures, des âmes. Voilà. Quels sont ces champs d'exploration à travers votre écriture ? Ce sont des choses qui peu à peu s'amalgament,
mais un peu par hasard, hein, en fait. Tout ça est venu au fil du temps, hein, et d'abord, il y avait, je pense, le mal-être. Il y a vraiment ça, hein, le début, voilà, il faut vraiment essayer de se trouver, de s'exprimer. Et l'écriture, ça permet aussi d'avoir une certaine concision. Et puis d'être aussi en règle un peu avec soi-même, c'est-à-dire on ne triche pas. Dans le livre Terminus Rennes, vous êtes Ouais. un flâneur, vous vous Mmh. promenez, Mmh. il y a une sorte de dérive active. Alors je pensais notamment à la littérature américaine, Kerouac, qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a une analogie entre le fait de voyager, de se promener, et l'écriture en tant que telle qui se promène sur la page blanche? Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, souvent quand il y a un blocage de ma part, je vais flâner, je vais marcher, Mhm. et les choses se mettent en place. Là, il y a des éléments comme ça qui sont intéressants. Mais c'est comme ça que je conçois l'écriture. C'est comme une promenade. Mhm. Alors une promenade, la promenade n'est pas toujours de santé. Ça peut aussi être une promenade dans la mémoire avec des moments difficiles qui reviennent. Et oui, oui, il y a une analogie entre le parcours d'écriture et le parcours de la marche en particulier. Quels sont les grands moments de l'écriture? Quand est-ce que vous éprouvez vraiment ce plaisir-là? Il n'y a pas vraiment un plaisir. C'est même quelquefois assez douloureux. C'est un besoin qui est quasiment autant physique que mental. Et pour aller de l'avant, c'est devenu vraiment une nécessité. Et les moments de plaisir sont en réalité assez rares. Il y a des choses que j'ai vécues ou qui m'ont perturbé et que je dois absolument dégonfler. Et ça passe par l'écriture. Alors je suis content quand je l'ai fait. Mais c'est pas pour ça que je suis guéri. Le lendemain, il y a autre chose qui arrive et qu'il va falloir faire. Alors, par contre, il y a quelquefois des moments de plaisir quand on est embarqué dans les mots, dans les phrases, dans leur densité. Dans les ça. lectures aussi peut-être? Ah, dans les lectures, très souvent. Ou le plaisir de Le la... plaisir est là. Dans les lectures, le plaisir est là quand il y a une langue qui est bien travaillée, qui est bien sinueuse, bien tortueuse, qui est riche. Là, je prends toujours beaucoup de plaisir à lire. Mais à écrire, non. Pour poursuivre dans la vie sociale, et là c'est une Mhm. question plus générale, mais pour la vie en commun, de la cité presque, quel rôle joue la poésie, la littérature? Comment est-ce que vous envisagez justement ce rôle du poète, mais de la poésie en général, dans la vie de la cité? Je ne sais pas, en tout cas, la poésie, c'est déjà c'est de s'exprimer en condensant, en essayant d'aller au plus simple. Mais simple n'est pas obligatoirement simpliste. Il n'est pas du tout d'ailleurs simpliste. C'est-à-dire c'est quand même transmettre des émotions, des perceptions, des odeurs, des couleurs, enfin des goûts, tout. Donc cette place de la poésie, ça demande, je pense, une disponibilité des gens. Donc tout le monde n'est pas en état de la recevoir tout le temps. Il faut se mettre en osmose avec celui qui écrit ou celui qui lit ses poèmes, ce qu'on fait à la Maison de la Poésie par exemple. C'est les gens qui viennent écouter, et bon, ils ont décidé de venir écouter, ils sont prêts, ils sont disponibles. Seulement, on est quand même dans une société où les mots, le langage est assez galvaudé. Et le langage poétique, là-dedans, a un peu de mal à être audible, tout simplement, ou lisible. Parce que les mots n'ont plus une grande valeur, souvent, et il y a un langage usuel qui, en mon sens, s'appauvrit. Alors qu'il faut quand même arriver sur une certaine qualité de langue. Voilà. Donc la place du poète et de la poésie, c'est essayer d'éveiller. S'il me fallait choisir un lieu, afin de dénouer quelques-uns des fils, presque invisibles, qui me relient à la ville, je me rendrais sans détour au rond-point du cimetière de l'Est. Je laisserais derrière moi le marbrier, les dalles,
les fleurs, le café jaune très animé, où nombreux sont ceux qui s'installent en terrasse sous les auvents pour y déguster huîtres, muscadets, grimbergen et autres délices, le matin, avant ou après la visite aux morts. Je laisserai de même l'écrivain Henri Thomas, l'auteur de La Nuit de Londres et du Promontoire, dormir en paix derrière les murs de schiste rouge et remonterai au ralenti la rue Auguste-Pavie. Celle-ci mène droit à la zone industrielle, mais avant d'y parvenir, il n'est pas inutile de faire halte en haut d'un frêle monticule qui ne paie pas de mine, qu'on hésite à appeler pont, ce qu'il est pourtant, et qui surplombe une petite voie de chemin de fer. Le vent s'y promène à son aise. L'hiver, le givre se colle au bitume. L'été, c'est le soleil qui le tame, faisant fondre par plaques le goudron boursouflé. L'endroit est à découvert. Celui qui s'y attarde et qui regarde l'enchevêtrement des rails et des lumières qui, partant d'ici, s'étendent à main droite côté Villebois-Mareuil, sur un pan entier de la ville, y découvrira un paysage bosselé et incertain, une sorte de no man's land où se mêlent en heureux désordre arbustes, bouts de route, hangars, immeubles, maisons basses, débuts de plaine. Je fus un temps celui qui s'attardait là. Je n'y restais pas plus de 2 ou 3 minutes, à chaque fois au point de l'aube, avant de poursuivre ma route, de passer devant le vieux bâtiment que les cheminots nomment la Feuille, en référence à la feuille de présence que tous venaient signer ici, et de prendre la rue des Veillettes où je devais, comme les autres, comme les 29 000 salariés de la zone, m'en aller pointer. La première fois que je fis ce parcours, ce fut à bord d'une voiture postale. Celle-ci me largua sur un parking, puis le chauffeur me salua, fit un rapide demi-tour et démarra sur les chapeaux de roue, me laissant seul devant la porte métallique d'un hangar. Un grand type, un colosse à chemise à carreaux, sans doute alerté par le crissement des pneus, vint prestement à ma rencontre. Il me dévisagea, m'écrasa les phalanges et m'invita à le suivre. Les salutations furent courtes. Celui qui m'avait accueilli, ou plutôt cueilli, dès mon arrivée, était appelé le chef. « Ici on n'aime pas les feignants, dit-il en me toisant de bas en haut. Je ne répondis pas, mais compris tout de suite que ce type allait me donner du fil à retordre. Le lendemain, il déboula en salle de tri avec un chronomètre à la main, se planta derrière moi et sans un mot, se mit à évaluer mes cadences. Son scrupuleux manège dura près d'un mois. Puis il s'émoussa et finit par partir en vrille à la lecture d'un premier tract où ses excès de zèle étaient vivement dénoncés. Je me doutais, et ce dès le premier jour, que dans sa tête, le mot feignant équivalait à peu près à celui de militant syndical, et que c'était donc sur ce terrain, où une petite réputation m'avait précédé, qu'il fallait se positionner. Dès qu'il remisa son chrono au placard, je pus me libérer l'esprit et commencer enfin à arpenter Rennes avec des idées de flânerie en tête.